Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, d'autant plus qu'il s'agit de la vidéo la plus importante selon moi de l'année. Je vais vous parler de mes lectures préférées de l'année qui vient de s'écouler, donc de 2022. Avant de commencer, je vous souhaite encore une excellente année 2023. J'espère qu'elle sera pleine de bons moments, pleine de succès, de réussite, de bonheur et de belles lectures. Voilà, je ne sais pas quoi vous souhaiter de plus, mais tout ce que je peux vous souhaiter, je vous le souhaite, et j'espère que l'année commence bien pour vous. Je voulais faire une petite rétrospective de mes meilleures lectures de 2022. Alors avant de commencer, il faut savoir que cette vidéo risque d'être beaucoup moins longue que les vidéos des années précédentes. Tout simplement parce qu'en 2022, j'ai lu à peu près 2 fois moins de livres que les années précédentes. Donc par rapport à ce que je lis habituellement, j'ai vraiment très peu lu. Et donc forcément, les livres parmi lesquels je devais choisir mes meilleures lectures étaient plus limités, et c'était un nombre plus restreint. Donc j'ai moins de très bonnes lectures à vous présenter, mais je vais quand même vous parler de ce que j'ai préféré lire en 2022. Je voulais d'abord vous parler d'un essai que j'ai lu en début d'année, je l'ai lu en janvier, c'était une de mes premières lectures de 2022, c'est Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. On l'a beaucoup vu passer quand il est sorti cet essai, et je l'avais acheté dans la foulée parce que certaines de mes collègues libraires l'avaient vraiment adoré et j'ai beaucoup aimé le découvrir. Alors c'est un essai, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, on peut se dire que ça peut avoir un aspect impressionnant, on a peur que ce soit une lecture fort lourde. Je trouve que c'est pas le cas, je trouve que c'est un essai qui reste vraiment accessible. En fait ça va retracer toute l'histoire occidentale de la préhistoire à aujourd'hui. Et ça va le faire sous le prisme du féminisme et des femmes. En gros, on va nous expliquer pourquoi dans l'histoire, on ne parle que des hommes. Si vous repensez un petit peu à vos cours d'histoire, vous avez toujours entendu parler des grands hommes et très peu entendu parler des femmes malheureusement. Et Titiou Lecoq va vraiment expliquer le rôle que les femmes ont pu jouer au fur et à mesure de l'histoire. Donc chaque chapitre s'attarde sur une époque, et elle va aussi expliquer pourquoi les femmes ont disparu des manuels et pourquoi on ne parle pas d'elles alors que évidemment elles ont joué des rôles. Il n'y a pas que les hommes qui ont fait des choses au fur et à mesure de l'histoire, les femmes avaient également une place très importante. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le livre, donc il est découpé comme je vous le disais en chapitres. Voilà, par exemple là c'est le chapitre 11 sur la Révolution. Et alors chaque fois vous avez une page qui reprend une phrase qui résume en quelque sorte ce qu'on trouve dans le chapitre. Il y a également des pages avec des photographies, donc ça permet de s'immerger un petit peu plus. Et j'ai trouvé que c'était un essai passionnant. Avec du recul, j'en ai déjà oublié beaucoup. J'ai déjà oublié beaucoup de choses que j'ai pu lire dans cet essai, mais je me dis que je vais le relire, peut-être pas tout d'un coup comme j'avais pu le faire à l'époque où je l'ai lu, peut-être plus en picorant à droite et à gauche des informations. Mais ça m'avait beaucoup plu, j'ai trouvé ça très bien documenté, très intelligent, très intéressant. Et si le sujet vous intéresse, je peux que vous le recommander. On va maintenant passer à la fiction, parce que vous le savez bien, c'est 99,9% de ce que je lis très peu d'essais, mais je voulais quand même en parler. Je voulais d'abord vous parler d'une autrice que j'ai aimé lire cette année. Les 2 livres d'elle que j'ai lus ne sont pas des coups de cœur, mais ils ont quand même une place spéciale dans mon année parce qu'ils m'ont apporté beaucoup de réconfort, de beaux moments de lecture à des périodes où j'avais du mal à lire. Ils m'ont vraiment permis d'avoir quand même envie de tourner des pages. Je parle de Melissa d'Acosta. Cette année, j'ai lu Les Lendemains et Je revenais des autres. Pour aucun des deux, ça n'a été un coup de cœur, mais les deux m'ont vraiment fait du bien, ils m'ont fait plaisir. Je vais d'abord vous parler des Lendemains, qui est un roman beaucoup plus court. Ils n'ont pas du tout le même volume, hein. Donc Les Lendemains va parler de l'histoire d'Amande, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a vécu une perte terrible. J'ai pas vraiment envie de vous dire ce qu'elle a perdu. Mais voilà, c'est absolument dramatique ce qui s'est passé dans sa vie.
Elle quitte la région de Lyon pour s'installer en Auvergne dans une petite maison. C'est une région qu'elle connaît absolument pas. Elle récupère la maison d'une dame qui est décédée, qui avait toujours vécu là. La déco est très vintage, il y a un grand jardin, mais elle reste cloîtrée dans la maison avec les volets fermés et petit à petit, elle va réapprendre à vivre. Pas de grande action dans ce livre, pas beaucoup de péripéties, mais beaucoup de beaux sentiments humains très bien dépeint, beaucoup d'émotions, j'ai versé des larmes en lisant ce livre. C'est un roman que j'ai trouvé très beau, tout simplement, et profondément touchant. Et ma dernière lecture de 2022, ça a été Je revenais des autres de Melissa d'Acosta, qui là va nous parler d'Ambre, qui fait une tentative de suicide. Elle a 20 ans, elle est en couple plus ou moins avec un homme marié, père de 2 enfants, qui lui loue un petit studio et qui vient la voir quand ça l'arrange. Et en fait, Ambre est profondément malheureuse et tente de mettre fin à ses jours. Elle ne va pas y arriver, donc c'est un échec. Et elle va être suivie par une psychiatre pendant quelques temps. Et après, pour recommencer à vivre, donc de nouveau un peu cette thématique du retour à la vie, Philippe, l'homme avec lequel elle avait une relation, lui trouve un job de saisonnière dans une station de ski. Là-bas, elle va partager le quotidien de tous les autres saisonniers, elle va reprendre le goût à la vie, elle va partager les joies, les peines avec d'autres personnes qui ont aussi été un petit peu cabossées par la vie. Et vraiment, j'ai adoré. Le 2e tome sort bientôt en poche et donc je le lirai très prochainement. Maintenant, on va rentrer dans le top 3 de mes meilleures lectures de 2022. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Je vais d'abord vous parler de Pachinko de Min Jin Lee que j'ai lu, je crois, en mars et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, des mois plus tard, j'avoue ne pas me rappeler de tous les détails. Mais en relisant ma chronique sur Instagram, en revisionnant ce que j'en avais dit en vidéo, toutes les émotions me sont revenues et je me suis rappelé ce qu'avait procuré en moi ce roman. En fait, Pachinko va nous parler de toute l'histoire d'une famille coréenne à travers le XXe siècle. L'histoire commence en 1910, mais très brièvement, parce qu'on va parler d'un couple de pêcheurs qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui vont finalement avoir un fils qui a un bec de lièvre et un pied beau. Et après, on va suivre l'histoire de la descendance, en particulier l'histoire de Sunja, qui est une jeune femme qui donc vit en Corée avec sa mère. Le père est décédé, elles tiennent une pension à 2. Dans leur pension, elles accueillent beaucoup de pêcheurs principalement. Sunja est une jeune femme très calme, très discrète, très timide, tout à fait respectable, jusqu'au jour où elle va tomber amoureuse d'un riche négociant qui va la mettre enceinte, alors que bien sûr ils ne sont pas mariés, que lui il a une vie ailleurs. Et elle va trouver un moyen de ne pas déshonorer sa famille. Ça va passer par un déménagement au Japon, un mariage un petit peu précipité avec un pasteur. Et en fait, on va suivre toute cette famille de Coréens au Japon à travers le XXe siècle. C'est un roman fleuve qui traverse les époques, qui traverse les générations. C'est un peu l'élément frustrant parce que quand vous vous attachez à certains personnages, ben après ils deviennent secondaires parce qu'on se concentre plus sur la génération suivante. Mais c'est un roman qui est très beau, qui est très dense. Il est pas petit et il se passe beaucoup de choses. Donc il y a tout un tas d'éléments historiques qui vont entrer dans l'histoire et qui sont vraiment passionnants. D'autant plus que moi je connaissais vraiment très mal l'histoire de la Corée. Et en plus ici on est dans les altercations entre la Corée et le Japon. Au Japon, les Coréens sont extrêmement mal vus, ils sont considérés comme des parias. On va voir toute la discrimination dont ils souffrent et dont ils ont été les victimes. Et c'est assez poignant. Et vraiment, toute cette traversée du XXe siècle est hyper intéressante parce que les mœurs vont changer, certains éléments historiques vont arriver. On suit principalement nos personnages et cette famille, mais
avec toujours les éléments historiques en toile de fond, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé suivre cette famille, j'ai beaucoup aimé l'ancrage historique, et je trouve que c'est un roman qui est très bien fait, qui est très sensible. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était écrit. Bien sûr, j'ai lu une traduction, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la traduction, et moi je vous le recommande chaudement si vous aimez les histoires de famille, si vous n'avez pas peur des romans qui prennent leur temps, qui sont assez denses, je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Autre roman que j'ai adoré, c'est Revival de Stephen King. J'ai l'impression que chaque année, il y a un Stephen King dans ma sélection des meilleures lectures de l'année. C'est vraiment un de mes auteurs phares. Et pourtant, c'est pas un auteur valeur sûre pour moi. J'aime pas forcément tous les Stephen King, mais celui-ci, je l'ai vraiment adoré. D'ailleurs, c'est un des seuls que j'ai lu cette année. Mais c'est un roman dont on n'entend pas beaucoup parler, et moi je l'ai trouvé excellent. Et dès les premières pages, j'ai été charmée par cette lecture. C'est un roman qui me reste en tête, c'est un roman qui m'a marqué. Pour vous situer un peu l'histoire, on va suivre Jamie, qui est un adulte qui va s'épancher un peu sur sa vie et raconter comment a été son existence, et va replonger notamment dans ses souvenirs d'enfance, alors qu'il habitait dans les années 60 dans un petit village du Maine, évidemment avec Stephen King. Où est-ce que ça pourrait se passer d'autre? Et en fait, il habite vraiment dans un petit village avec peu d'habitants. L'électricité vient seulement d'arriver dans les foyers. C'est encore un mode de vie très rudimentaire. Le pasteur de la petite ville est décédé, et un nouveau pasteur arrive avec sa femme et son fils. C'est un pasteur qui est jeune, qui est beau, qui est sympa, donc immédiatement tout le monde tombe un petit peu sous son charme, et ce pasteur va nouer une relation vraiment forte avec Jamie. Lui c'est un jeune adulte, un jeune trentenaire je dirais, et Jamie c'est un petit garçon. Et ils vont tisser un lien très fort, ils vont passer beaucoup de moments ensemble. Le pasteur, il a une passion bien précise, c'est qu'il est passionné par l'électricité. C'est vraiment ce qui le fait vibrer, ce qui le passionne, et ça a beaucoup d'importance pour lui. Et dans la vie de Jamie et du pasteur, il va se passer divers éléments plus ou moins tragiques. L'électricité va toujours avoir un rôle à jouer. Je ne vous dis pas de quelle manière, mais l'électricité est toujours présente. Et en fait, dans la vie de Jamie, le pasteur, il va toujours revenir jouer un rôle. Il y a du fantastique dans ce roman, mais franchement, pendant la grande majorité du roman, on flirte avec le fantastique. On n'est pas dans du fantastique pur et dur. Et moi, je trouve que la couve, elle fait hyper fantastique. Mais en fait, c'est un roman profondément réaliste. Il y a un élément fantastique. La fin est pour moi un peu too much dans le fantastique. Mais le cœur du roman, je l'ai trouvé incroyable. Cette relation entre ces deux personnages, donc d'abord petit garçon et puis on peut dire ces deux hommes, j'ai trouvé incroyable. Le pasteur est un personnage que je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas non plus ce qui lui arrive. Il y a beaucoup de passages un petit peu sombres, un petit peu glauques. Il y a beaucoup de descriptions, notamment toute la première partie qui relate l'enfance de Jamie peut paraître longuette. Alors moi je l'ai trouvée passionnante, pour être totalement honnête, j'ai adoré. C'est ce que j'ai préféré, c'est le début du roman. Tout cet ancrage dans leur quotidien et cette manière que Stephen King a de nous raconter les choses qui, moi, me fascine toujours. J'adore quand on rencontre un personnage de Stephen King et qu'il nous dit et un drame terrible l'attendait sans qu'il le sache. Vous voyez ce genre de choses que Stephen King peut faire, qui te donne juste envie de passer les pages, de savoir ce qui va se passer. Et il maîtrise vraiment très bien la tension, le suspense. Et il construit de nouveau des personnages profondément attachants que j'ai adorés. Et moi, je vous recommande Revival parce que je trouve que c'est un très bon Stephen King. Un peu too much sur la fin, mais vraiment passionnant. Et la dernière lecture dont je vais vous parler, c'est une nouvelle de Stefan Zweig. J'ai lu plusieurs nouvelles de Stefan Zweig cette année, c'est un auteur que j'adore. Et je crois que j'ai lu maintenant la nouvelle de Stefan Zweig que j'ai préférée, qui est Lettre d'une inconnue. Je ne l'avais toujours pas découvert et ça a été une merveilleuse surprise. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant. J'aime toujours ce que Stefan Zweig propose parce que je trouve que c'est un auteur
incroyable, qui décrit tellement bien les sentiments humains. D'ailleurs, vous le voyez, c'est toujours ce qui revient dans les lectures que j'aime, c'est quand j'aime les personnages, c'est quand je suis chamboulée par leur histoire et c'est ça qui me plaît et c'est, je pense, ça qui me plaira toute ma vie de lectrice. C'est ça que je recherche, c'est cette empathie, c'est cette émotion, cette connexion que je peux avoir avec les personnages. Il y a plein d'autres choses qui sont importantes pour moi, mais c'est toujours cet élément-là qui va faire que un livre va être profondément marquant pour moi. Et donc, dans Lettre d'une inconnue, il y a eu ça. Il y a eu cette connexion. Ça fait 100 pages, plus ou moins, donc je vais pas trop en dévoiler. Je vais en dire très très peu. Parce qu'une nouvelle, ben, ça se résume pas vraiment. Ça se conseille, ça se lit, mais est-ce que ça se résume? Je ne suis pas sûre. En tout cas, pour le départ de l'histoire, on est avec un écrivain qui va recevoir une lettre d'une inconnue. Et voilà, vous êtes bien avancé. En gros, il va recevoir la lettre d'une femme. C'est une lettre d'une vingtaine de pages qu'il reçoit d'une femme qu'il ne connaît pas, qui lui raconte sa vie, qui lui raconte que son fils est mort. Elle a besoin de lui écrire cette lettre. Et en fait, leurs existences ont été liées, mais lui ne le sait pas. Et elle va tout lui raconter. Et c'est tellement beau, c'est tellement fort. J'ai été happée. J'ai tout lu d'un coup et je ne pouvais plus m'arrêter. Et je l'ai conseillé à tout le monde autour de moi. Je pense que les personnes qui l'ont lu autour de moi l'ont aimé, mais n'ont pas eu cette supercute que j'ai eue. Peut-être que c'est parce que je ne m'y attendais pas. Je sais pas, peut-être que ça a déclenché quelque chose en moi, mais moi j'ai tellement aimé ça. J'ai eu tellement d'empathie pour l'héroïne de cette histoire. J'ai trouvé la construction tellement géniale, tellement incroyable. C'est une nouvelle que je vais relire, c'est sûr et certain. J'ai un petit recueil de nouvelles de Stefan Zweig qu'évidemment je n'ai pas préparé pour cette vidéo, sinon c'est pas drôle. Et j'irai piocher dedans, je la relirai, c'est certain, parce que je l'ai trouvée magnifique et incroyable. Pour moi, c'est le genre de nouvelle qui frôle la perfection. J'ai trouvé ça vraiment top. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Comme je vous l'avais dit, elle est nettement plus courte que les autres années parce qu'il y a moins de lectures qui m'ont marqué, qui m'ont chamboulé. Mais les lectures que je vous ai présentées sont vraiment des lectures qui m'ont énormément plu, donc j'espère que ça pourra quand même vous inspirer pour l'une ou l'autre prochaine lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quelles ont été les lectures les plus marquantes de 2022, que je puisse un petit peu piocher là-dedans pour mes lectures de 2023. Je vous remercie de continuer à me suivre malgré mon irrégularité, malgré le fait que je ne sois plus là toutes les semaines comme avant. De continuer à me témoigner votre soutien, ça compte énormément pour moi. Je vais essayer de plus lire et d'être plus régulière en 2023, mais je pense que je vous ai déjà dit des choses comme ça et que je n'ai pas réussi. Donc on verra, je croise les doigts. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous!